Ensuite, la punition. C'est un grand thème, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit punir ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Comment faire? C'est une question intéressante. Eh bien, pour parler de la punition, j'aimerais vous lire quelques phrases. Par exemple, un parent dit à sa fille, « Tu as cassé ton vélo, eh bien tu n'iras pas à l'anniversaire de ton ami. » Un parent dit à son fils, « Tu es encore arrivé en retard, tu n'auras plus le droit d'allumer l'ordinateur pendant 3 semaines. » Est-ce que la punition est en lien avec ce qui s'est passé? Est-ce que l'enfant va se dire quand il est puni, « Ah, mon vélo, j'aurais dû y faire plus attention. » Ou « Je n'aurais pas dû traîner avec les copains, je suis arrivé en retard. » Ou « Je n'aurais pas dû taper ma petite sœur. » Est-ce que l'enfant se fait cette réflexion quand il est puni? Non, il trouve cela injuste, humiliant. Et qu'est-ce qu'il se dit? Vengeance, mon père va me le payer. En fait, la punition, elle peut marcher, mais à court terme, sur le moment. Elle stoppe l'action. Mais est-ce que vous responsabilisez l'enfant? Non. Il peut soit devenir rebelle, vouloir se venger, soit devenir soumis et avoir peur de vous. Est-ce qu'un parent a envie que ses enfants aient peur de lui? Je ne sais pas. L'enfant va se dire qu'il a payé sa dette avec la punition. Mais est-ce que ça va l'empêcher de recommencer? Est-ce qu'il aura vraiment compris le message? Je ne pense pas. Donc en fait, la punition, elle est vécue comme une privation de ce que l'enfant aime bien faire, ou alors comme une souffrance, comme une humiliation, comme une injustice. Et quel est le message qu'on donne à l'enfant en le punissant? Il n'y a que comme ça que tu peux apprendre. Vous vous demandez alors, qu'est-ce qu'on fait quand le comportement ne nous plaît pas et qu'il recommence à chaque fois? Eh bien, on va lui apprendre à assumer la conséquence naturelle de son geste. Et on va agir en rapport direct avec ce qu'il aura fait. Par exemple, un enfant fait le fou et court dans les allées du supermarché pendant que vous faites les courses. Je vais vous montrer une bande dessinée. Donc, au lieu de lui dire « tu vas le regretter quand ton père va arriver à la maison », la menace, tu agis comme un enfant mal élevé, pas de télé pour toi ce soir, punition. Si je t'attrape encore à courir, tu vas avoir une fessée, menace encore une fois. Tu l'auras voulu, la violence corporelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut indiquer à l'enfant une façon de se rendre utile. Ça nous rendrait service si tu pouvais choisir 3 gros citrons pour nous. Si ça ne marche pas, on peut exprimer fortement notre désaccord et lui dire « Je n'aime pas ce qui se passe. Ça dérange les clients quand les enfants courent dans les allées. » Et là, on évite le tu de nouveau. On généralise. Quand les enfants courent. Si ça ne marche toujours pas, on peut lui donner le choix. Alors le choix, c'est une des habiletés les préférées des parents, de tous ceux qui viennent à les ateliers. Ils adorent donner le choix. C'est facile. Marco, pas de course. Voici tes choix. Tu peux marcher ou t'asseoir dans le chariot. Tu décides. Et là, on le responsabilise. On lui donne 2 choix et c'est lui qui décide. Et si ça ne marche toujours pas, on passe à l'action. Mais c'est quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vois que tu as décidé de t'asseoir dans le chariot. C'était soit l'un, soit l'autre. Soit marcher, soit s'asseoir. Et là, c'est plus vécu comme une punition. C'est vécu comme une conséquence naturelle de son acte. Et ça change tout. On ne le vit plus comme une injustice, comme quelque chose d'humiliant, d'énervant. Ensuite, pour éviter la punition, on a aussi la résolution de problèmes. C'est comment résoudre les problèmes ensemble, dans le calme et le respect. C'est une méthode qui est aussi utilisée par les syndicalistes, par les médiateurs qui s'occupent des divorces.
et elle comporte 5 étapes. Mais pour la faire, il faut prendre le temps. Il faut presque se donner rendez-vous. Il ne faut pas traiter les problèmes à chaud. Il faut vraiment prendre le temps de trouver un endroit calme où on ne sera pas dérangé pour le faire. Et la première étape, c'est de parler des sentiments de l'enfant d'abord. Par exemple, un enfant qui arrive tout le temps en retard. Au lieu de le gronder, au lieu de le réprimander, on peut lui dire « Je me disais que c'est probablement difficile de quitter tes amis quand vous avez du plaisir. » Et là, vous pouvez passer du temps à refléter ces sentiments, à imaginer pourquoi il est en retard. Il s'amuse tellement qu'il ne voit pas l'heure. Pour lui, ce n'est pas important l'heure. L'important, c'est le moment du jeu, le plaisir qu'il a avec ses amis. Ensuite, la deuxième étape, c'est de parler de vos propres sentiments. Mais là, il faut être très bref. Pas passer trop de temps dessus parce que ça ressemblerait plutôt à un sermon. Et quelque chose d'énervant pour l'enfant. Par exemple, moi, je suis inquiète quand tu arrives en retard. Et ensuite, une fois que vous avez fait ces deux étapes, vous pouvez faire un remue-ménage en vue d'une solution mutuellement acceptable, de lui proposer de trouver des solutions ensemble et de lui dire « Mettons nos idées ensemble et voyons si nous pouvons trouver une solution qui conviendra à chacun de nous deux. » L'enfant aura envie de faire partie de la solution, d'être partie prenante. Et vous allez écrire toutes les idées sans les évaluer, sans dire « Non, ça va pas. Non, mais t'es fou, je peux pas accepter ça. » Il ne se sentira pas compris. Donc vous allez tout noter. Il vous dit « J'arrive à 18h30 au lieu de 17h30, mais tu t'inquiètes pas, vous savez que c'est possible, mais vous ne dites rien. » Vous écrivez. Et ensuite, vous lui demandez quoi d'autre. Et vous pouvez aussi ajouter vos idées. Vous notez tout. Et si l'enfant n'est pas d'accord, vous lui dites « On ne décide pas tout de suite. On note toutes nos idées, même si on n'est pas d'accord avec celle de l'autre. » Et une fois que vous avez mis toutes vos idées par écrit, la cinquième étape est de choisir celles que vous préférez, celles pour lesquelles vous pouvez les accepter, celles pour lesquelles elles sont acceptables. Et là, vous pouvez lui dire, regardons notre liste pour voir ce que nous enlevons et ce que nous voulons garder. Et lui va vous dire, enlève celle où tu dis que tu viens me chercher. Et là, vous pouvez tracer. Et vous pouvez lui dire, enlève celle où tu dis, viens me chercher à 18h30 et que tu t'inquiètes pas, parce que pour moi, c'est pas possible de ne pas m'inquiéter. Et vous tracez. Et là, vous allez trouver des solutions ensemble, dans le calme et le respect l'un de l'autre. Et quand l'enfant fait partie des solutions, il est plus apte à les suivre, ces règles, entre guillemets, puisqu'il décide, il fait partie de cet exercice. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien, très souvent. Mais c'est bien de le pratiquer pour être à l'aise. Et c'est bien de le faire dans un moment de calme et pas à chaud. En plus de cela, on rend nos enfants autonomes et responsables et qu'ils soient dans la possibilité de choisir leur propre solution à leurs problèmes. Un autre thème, c'est l'autonomie. Comment faire en sorte qu'ils ne soient pas tout le temps dépendants de nous. Par exemple, on a envie de leur dire « Maman va dévisser le pied pour toi, mon chéri, donne-moi. Laisse-moi boutonner ta veste, mon cœur. Ça va très vite. Laisse, je vais le faire. Au nom de l'amour, on veut tout faire pour eux. Et c'est naturel pour nous de faire à leur place. Ou de contrôler, ou de les protéger. Ou de les conseiller tout le temps, ou de les diriger dans leur choix. D'aller plus vite. J'aime bien celle-ci. Ça va plus vite, forcément. Alors, pour les aider à devenir autonomes, on peut leur offrir des choix. Par exemple, quand vous devez partir de l'aire de jeu, vous pouvez lui dire « Nous partons dans 5 minutes ». Et là, vous anticipez. Vous n'arrachez pas de sa balançoire. Et vous lui dites, est-ce que tu veux retourner sur la glissade, bon c'est un terme canadien, sur le toboggan, ou tu vas sur la balançoire?
Donc l'enfant est averti qu'il reste que 5 minutes, et en plus il a le choix. Donc ce sera plus facile pour lui de partir. Ensuite, pour un enfant qui n'a pas envie de faire ses devoirs, qu'est-ce que te convient le mieux? Faire tes exercices avant le repas ou après? De toute façon, il devra les faire. Mais si on leur donne le choix, ils auront plus envie de le faire. Et ils se sentiront plus autonomes et plus responsables, puisqu'ils ont le pouvoir de décider. Et la phrase du fameux docteur et psychologue Elinot, c'est qu'on les aide davantage, on les aide enfin. Donc depuis qu'ils sont tout petits, aidons-les en ne les aidant pas, en leur proposant des choix. Tu peux mettre le pantalon rouge ou le vert. Tu veux manger des carottes ou des tomates, puisqu'ils n'aiment pas les légumes normalement, les petits. Donnons-leur le choix, ce sera plus facile pour toute la famille. Ensuite, le thème des compliments et de l'estime de soi. Quel est le genre de compliment que nous faisons? Oh, c'est bien. Tu es très beau aujourd'hui. Ton dessin est très joli. Nous sommes tout le temps en train de les évaluer. Hein, le verbe être, c'est bien, tu es beau, le dessin est joli. Le verbe être fige, il est statique. Il catégorise l'enfant. Il ne permet pas de changer. Il n'y a pas d'évolution possible. Donc au lieu de porter un jugement de valeur, la méthode amène le compliment descriptif. Et par exemple, quand un petit enfant fait un dessin, au lieu de dire c'est magnifique, alors que vous ne savez même pas ce qu'il a dessiné, vous pouvez regarder le dessin et le décrire. Peut-être que ce ne sera pas facile, mais vous pouvez dire quelque chose comme « Eh bien, je vois que tu as fait des ronds, des ronds, des ronds, des tortilles, des tortilles, des tortilles, puis des ta-ta-ta-ta-ta, des slash, 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 slash. » Et l'enfant se dira « Waouh, il a vraiment regardé mon dessin !» Il se sentira encore plus complimenté que si vous lui dites « C'est magnifique !» Donc, décrivez ce que vous voyez. Si l'enfant a rangé sa chambre, vous pouvez lui dire « Je vois un plancher propre, un lit sans un seul pli et des livres bien rangés sur l'étagère. » Par exemple. En plus de la description, vous pouvez dire ce que vous ressentiez. « Waouh, c'est un véritable plaisir d'entrer dans cette chambre. » Plutôt que d'être dans l'évaluation, tu as bien rangé. Ça veut dire qu'un autre jour, il ne va pas bien ranger. Si on est dans cette dichotomie, bien, pas bien. Donc soyons plutôt dans le factuel, dans ce que l'on voit et dans ce que l'on ressent. C'est beaucoup plus intéressant d'être dans le langage des sentiments. Et puis, en plus de ces deux habiletés, on peut aussi résumer en un mot le comportement de l'enfant qui est digne de louange. Par exemple, toujours dans la description, tu as trié les crayons, les feutres, les stylos, tu les as placés dans des boîtes séparées, et là, vous utilisez un mot, c'est ce que j'appelle de l'organisation. Waouh, tu as défendu ton copain à l'école aujourd'hui. Ça, c'est du courage. Ça, c'est de l'amitié, de la loyauté. Et l'enfant, vous verrez dans ses yeux qu'il se sentira tellement complimenté et qu'il se sentira tellement bien que vous vous direz « Waouh, mon compliment là, il a touché juste. » Et ensuite, un des derniers thèmes de cette méthode, c'est d'aider les enfants à cesser de jouer les rôles. On est tout le temps dans les rôles. Ah, mais est-ce que tu es maladroit? Ah, lui, c'est un terrible. Hein? Ah, elle est généreuse, ma fille, c'est un véritable amour. Ou alors, lui, c'est un vrai pleurnicheur. Lui, c'est un petit furieux. Il est tout le temps furax. On est tout le temps en train de leur mettre des étiquettes. Et que font les enfants? Eh bien, ils font en sorte de faire comme on leur a assigné ces étiquettes. Ben oui, tu es un cancre. Alors oui, je serai un cancre toute ma vie, puisque c'est ce qu'on pense d'eux. Je suis maladroit. Eh bien, je serai maladroit toute ma vie, puisque c'est ce que je suis finalement.
Alors comment on fait pour sortir de là? Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas trop tard. On est toujours à temps. Et au lieu de se focaliser sur ce qui est négatif, valorisons ce qui est positif. Il y a bien un moment où il ne sera pas pleurnichard, il y a bien un moment où il ne sera pas maladroit, il y a bien un moment où il ne sera pas furieux. Concentrons-nous là-dessus. Regardons plutôt ce qui est vraiment positif chez nos enfants et valorisons-le pour augmenter ce comportement-là, faire en sorte qu'il se développe davantage. Puisque quand on met notre attention sur quelque chose de négatif, on va amplifier ce qui est négatif. C'est prouvé. Donc, on va rechercher les occasions de lui présenter une nouvelle image de lui-même. Par exemple, un ado qui utilise un vocabulaire grossier, qui insulte tout le temps, on peut lui dire « Comme c'est agréable une journée où tout le monde se parle avec respect. » J'aime cette façon de me parler. Tu as dit ce que tu avais à dire sur un ton très agréable. Donc, focalisons-nous sur ce qu'ils font de positif. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous dire pourquoi finalement j'avais envie de présenter cette soirée et probablement pourquoi vous êtes venus, parce que vous avez envie de changer la façon de communiquer qu'on nous a inculqué de génération en génération. Nous avons tous envie de faire croître des enfants qui soient autonomes, dans l'empathie, responsables, des adultes sains dans leur corps et dans leur tête. Et moi, j'aimerais qu'on partage un maximum ces habiletés de communication bienveillante et empathique pour que les enfants, à leur tour, quand ils seront adultes, puissent partager avec leurs amis, leurs collègues, leurs conjoints, qui ne leur disent pas des choses méchantes quand ils grillent trop un toast. Et ils le feront aussi avec leurs propres enfants. Et même si c'est un langage qu'on ne peut pas apprendre à l'école, on apprend aussi beaucoup à la maison. On transmet énormément de choses, nos valeurs, nos idées, nos croyances. Donc, je pense que vous avez tous envie de continuer à partager cette bienveillance, cette empathie autour de vous. Et si vous avez envie de continuer plus loin, eh bien, je propose cet atelier qui commence le 14 avril jusqu'au 8 septembre dans cette salle même, les samedis matins. Et on va passer 3h30 sur un thème à la fois, en lisant des BD, en faisant des exercices comme vous avez pu le faire aujourd'hui, pour vraiment vivre, expérimenter ce que les enfants expérimentent quand on leur dit des choses qui ne sont pas aidantes. Et vous aurez plein de petits trucs et astuces et vous pourrez partager entre vous plein de choses qui vous amèneront à une meilleure compréhension des relations parents-enfants. Vous allez améliorer vos relations interpersonnelles puisque toutes les personnes qui viennent aux ateliers me disent « mais ça marche même avec les adultes, ça marche avec tout le monde ». Et je laisse 2 semaines à chaque fois pour que vous puissiez en fait pratiquer à la maison. Vous aurez des devoirs, entre guillemets, d'exercices à pratiquer, soit l'accueil des sentiments, soit comment susciter la collaboration, comment les encourager à l'autonomie, comment ne pas punir, utiliser la résolution de problèmes. Donc vous aurez vraiment la possibilité de pratiquer, d'apprendre ce nouveau langage par la répétition et les exercices. Et tout se fait dans la bienveillance et sans jugement, puisque nous vivons tous le même chemin de parents, d'éducateurs, d'enseignants, d'animateurs socioculturels, puisque je sais qu'il y en a aussi ici ce soir. Et puis, la dernière, je l'ai placée en septembre. Pourquoi? Parce qu'en été, il se passe beaucoup de choses. Il y a les vacances, on passe plus de temps avec nos enfants, donc nous pouvons vraiment utiliser toutes les habiletés et puis revenir en septembre et discuter qu'est-ce qui marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Des fois, il s'agit de petits mots
de petits trucs, de petites astuces qui font que ça ne marche pas, qu'on n'est peut-être pas authentique, ou qu'on utilise le mais, qui efface tout ce qu'on vient de dire avant. Donc c'est intéressant que vous ayez 2 mois de vacances, 2 mois d'été pour pouvoir pratiquer et revenir au mois de septembre pour pouvoir réviser et dire ce qui n'a pas marché. Et puis pour terminer, je voulais vous remercier pour votre attention, votre participation active lors de l'exercice. Et je vous propose de faire un petit quart d'heure de questions-réponses si vous en avez. Vous avez des flyers à la fin sur la table du groupe avec les dates. Il y a aussi des livres. Si